Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Betty Nicou pour parler d'écriture, de doute, de création et de tout ce qui compose son univers d'autrice. Et bien entendu, de tout ce qu'il y a derrière ses livres. Installez-vous bien confortablement, servez-vous un cappuccino ou une boisson fraîche parce que vu la chaleur, on comprend, et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Betty et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir, ça me fait super plaisir d'être ici. Bienvenue, comment ça va ? Bah écoute, ça va, j'ai hâte de discuter avec toi. Eh bah écoute, on y va. Allez, c'est parti, on commence par une question simple. Si tu devais résumer ton parcours, ta personnalité d'autrice en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais ? Je dirais que j'ai un peu trop de casquettes pour une seule tête. D'accord. Ah bah ça, je peux le comprendre. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « Ok, là, je suis vraiment en train d'écrire ». J'ai toujours écrit, vraiment, genre depuis que je tiens un stylo, mais le moment où j'ai décidé que ça allait être sérieux et que c'était une passion qui allait se transformer en activité, pas encore professionnelle, mais en quelque chose de vraiment sérieux, en me disant là, j'ai envie de parier sur moi-même et de voir ce que ça va donner et de faire les choses en entier. C'était il y a 4 ans. D'accord. Un petit déclic du coup ou une envie pressante, un besoin, une nécessité d'écrire ? Ouais, c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps. J'avais fait un premier jet d'un autre livre juste avant. J'avais écrit une histoire en 25 chapitres sur Wattpad. Enfin, je m'étais un peu amusée. Et je me disais, cette histoire de Noël qui me travaillait, est-ce que je la sortirais pas ? Est-ce que je ferais pas un calendrier de l'Avent de fantaisie avec les légendes du Père Noël, Fée des Dents, Lapin de Pâques ? Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, le BookTok, le Booksta. Oui. Et j'ai découvert Lota Lira, Laura, une éditrice indépendante. Au début, et je fais partie de ses toutes premières autrices. Et en fait, je l'ai contactée en disant voilà, j'ai ce projet un peu atypique, il ira pas en maison d'édition et j'aimerais le travailler comme si j'étais en maison d'édition toute seule, donc avec une éditrice, avec une correctrice, avec une illustratrice. Et je voudrais sortir un livre dont je sois fière. Et si j'arrive à atteindre 50 personnes, je serais super contente. C'était un tout petit projet, mais juste moi, j'avais besoin de me montrer que je pouvais sortir un vrai livre à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que à ce moment-là, t'écrivais déjà pour être lu ou t'as d'abord commencé par écrire pour toi ? Alors, je crois que j'ai toujours fait un peu les deux. Enfin, écrire, c'est un truc dont je peux pas me passer. Donc, j'écris tout le temps. Enfin, j'écrivais tout le temps. Maintenant, je suis maman, donc j'essaye de trouver du temps. Mais quand j'écris pas, je lis. Les histoires, c'est un truc qui était un peu une bouée d'oxygène, j'allais dire. Une bouée de secours et une bulle d'oxygène. C'est vraiment un truc qui fait que si je suis pas dans les histoires, je déprime. Je l'ai constaté en études supérieures. Donc, vraiment, j'ai besoin de ça. Mais être lu, ça... Vraiment, plus que en faisant juste des concours d'écriture, en étant sur Wattpad, en ayant des copains qui me lisent, ça c'était chouette, mais j'avais envie d'être lue par des gens qui me connaissaient pas et d'avoir ces retours-là qui sont à la fois stressants et hyper satisfaisants. D'accord, d'où l'utilisation de Wattpad pour commencer, c'est ça ? Wattpad, c'était pour essayer parce que j'en avais entendu parler. C'était le côté un peu défi. Je m'étais dit, si j'écris pendant un mois de décembre un chapitre par jour, s'il y a des gens qui suivent, j'aurais pas le choix d'aller jusqu'au bout. Alors, je suis plutôt du genre à finir les projets quand je me lance, mais c'était une sorte de carotte pour moi de me dire, même s'il y a qu'une seule personne qui lit, il faut que j'aille au bout pour cette personne, quoi. D'accord. Ok, donc ça t'a donné un petit moteur en plus pour pouvoir avancer sur ton histoire. D'accord.
Donc là, tu nous disais que c'était il y a 4 ans, le premier déclic pour écrire. Mais est-ce qu'avant, il y a eu des petits moments où tu as eu envie d'écrire? Et est-ce que ça a toujours été évident pour toi ou ça n'a été évident que à partir de ce déclic, il y a 4 ans? Alors, quand j'étais petite, j'étais en, je sais pas, CE1, CE2. Ouais. J'avais une histoire sombre de tortues qui pondaient des œufs en or et qui se les faisaient voler par un méchant renard. Voilà, bon, l'histoire était vraiment chaotique et depuis que je suis petite, j'écris ou j'invente des histoires en tout cas. J'en ai beaucoup inventé des contes oraux avec des enfants. J'ai fait beaucoup de trucs d'impro en fait où je lance un départ, les gamins me donnaient des pistes, je leur proposais des choses et je rebondissais et on faisait du conte d'improvisation pendant que je faisais des colonies de vacances. Donc les histoires ont toujours plus ou moins été là. Quand j'étais au lycée, j'ai fait je sais pas 7 fois le concours du prix du jeune écrivain avec des nouvelles, mais le format des nouvelles c'est vraiment pas un format pour moi. C'est plus compliqué. Ouais. Mais entre les premiers retours, j'ai bien aimé faire ce concours parce qu'à chaque fois on avait une fiche de lecture. Donc on avait toujours un retour sur ce qu'on avait fait, même si on n'était pas gagnant. Il était plus ou moins long, plus ou moins constructif, mais il y avait vraiment un retour. Et en fait, entre le premier retour où on m'a dit on comprend rien, parce que c'était vraiment un truc que seul moi pouvais comprendre, et peut-être une amie à l'époque, au dernier où on m'a dit en gros vous êtes passé à ça de gagner. Voilà. Je me suis dit bon bah j'ai avancé, ça m'a permis d'apprendre à faire plein de choses. Et il y en a, ils m'ont dit celui-là c'est pas une nouvelle, vous devez faire un roman avec. Je me suis dit ok, je vais faire un roman. Et donc là j'ai commencé à plus travailler le côté roman. J'ai envoyé à des maisons d'édition. J'ai commencé à vraiment avoir un parcours en me disant bon bah voilà, je visais le Graal. À l'époque, l'édition indépendante n'existait pas trop. Oui, pas vraiment, non. Il n'y avait pas de tablette. Enfin, je veux dire, du coup, il n'y avait pas de liseuse. Donc, il n'y avait pas d'Amazon. Enfin, voilà. Clairement, c'était pas connu. C'était pas existant. Et j'ai eu la chance, à l'époque, d'échanger avec Stéphane Marsan de Bragelonne, à l'époque où il était encore... et où il n'y avait pas eu de MeToo, et moi j'ai pas eu de problème, donc c'était une chance d'échanger avec un éditeur. Oui. Non mais je précise parce que voilà, je dis pas que c'est qu'une personne formidable de tout ce qui s'est passé, mais avec moi il a été très cool. Et il m'a beaucoup aidé à me dire, en fait il a lu le premier jet, il m'a dit l'univers est incroyable, bosse tes personnages, bosse ta plume, et puis on en reparle quoi. D'accord. Et en fait j'ai réécrit. Et puis après, il a eu le MeToo et du coup, j'avais plus de contact avec l'éditeur de Bragelonne. Donc forcément, ça n'a pas fonctionné pareil. Oui, effectivement. Je ne pouvais pas dire, enfin, tu vois, je viens de Stéphane Marsan, ça marche plus. Enfin, c'était pas un truc valorisant du coup. Et je me suis dit, bon, bah voilà, tant pis, j'ai rebossé ce texte énormément que j'ai commencé à faire lire. Je l'ai pas renvoyé en maison d'édition parce qu'à l'époque, j'étais en mode, c'est Bragelonne ou c'est rien. D'accord. T'avais déjà... un objectif. J'étais un petit peu limitée dans ma tête. Et en fait, après ça, il y a eu une grosse pause entre le boulot, les enfants, enfin le premier enfant. Et en fait, quand le premier enfant a eu 2 ans et que j'ai commencé à avoir du temps, j'ai dit à mon mari, on ferait pas un petit deuxième? Il m'a dit, tu veux pas kiffer ta vie un peu? J'ai fait quoi? Kiffer quoi? Je comprends pas bien. Mais t'as du temps, tu veux pas faire des trucs pour toi? Et en fait, à ce moment-là, justement, il y a Bragelonne qui a fait le concours pour le premier roman pour des primo-auteurs. Et j'avais 2 mois et demi pour pondre un roman. Ah oui, j'ai écrit la première version du roman que je publie cette année. D'accord, intéressant. Voilà, c'était la petite anecdote sympa. Et donc voilà, j'ai écrit cette première version, un premier jet complètement allumé à l'arrache avec une copine en alpha lectrice qui était en mode « Ouah, j'adore !» Donc moi, ça m'a boosté de ouf, mais juste, ça m'a fait renouer avec l'écriture parce que j'écrivais plus ou presque plus. Et j'ai adoré cette sensation. Et après, j'ai fait mon petit challenge Wattpad. Et après, j'ai sorti du coup De rêve à légende, le premier pour de vrai. D'accord. Et là, je me suis dit, et là, en fait, j'ai des gens qui m'ont demandé, en fait, après que j'ai fait mes premiers tirages, on m'a dit, mais attends, mais moi, je l'ai pas eu, je le veux. Et les réseaux ont commencé à parler de mon livre. Et je me suis dit, faut que je refasse un tirage. Et ça a fonctionné. Et j'ai fait un 3e tirage l'année dernière. Et ça a encore fonctionné. Et ce livre est dans presque 1000 mains à l'heure actuelle. Et à la base, tu vois, je visais 50 personnes. Et il a été le coup de cœur de certaines personnes. Et juste c'est incroyable parce que c'est une belle expérience. Encore de ça et
Et ça m'a mordu de l'édition indépendante, quoi. Clairement. Ah bah, j'imagine. Je comprends tout à fait. Alors, tu nous parlais justement d'une maison d'édition mythique, Bragelonne, mais est-ce qu'il y a des œuvres ou des auteurs qui t'ont inspiré et nourri pour ton univers? Alors, pour mon univers, directement, en ayant conscience, je ne pense pas. Oui et non. Enfin, c'est un peu bizarre. Il y a des personnes qui m'inspirent, des parcours qui m'inspirent. Il y a des choses qui ont pu m'énerver, qui m'ont inspiré aussi. Mais je pense que l'inspiration, des fois, on s'en rend pas compte qu'on l'a. Enfin, quand je relis mon roman, par exemple, je repense beaucoup à l'expérience que j'ai vécue quand j'ai lu La Croisée des mondes de Pullman, où je me dis c'est peut-être un peu la même vibe. Mais tu vois, j'ai pas fait exprès, je l'ai pas conscientisé. Par contre, il y a un truc que j'ai fait en conscience pendant que je l'écrivais, c'est que je venais de finir de lire La Horde du Contrevent de Damasio. D'accord. Que j'ai absolument détesté. Mais c'est pas un truc qu'il faut dire sur les réseaux littéraires parce que les gens adorent cet homme. Mais j'ai trouvé le texte très misogyne et ça m'a pas beaucoup plu. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est la plume et ce qu'il fait avec les mots, c'est-à-dire la liberté qu'il s'est donnée dans son écriture. D'accord. Je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux me donner cette liberté dans l'écriture. Je veux qu'on reconnaisse le langage dans mon prochain roman. Je veux que les gens, quand ils me lisent, ils sentent que il y a une sorte d'argot, il y a une sorte de quelque chose. Il y a un langage qu'on reconnaît. Et j'avais eu cette sensation aussi quand j'avais lu L'Arcane des épées de Tad Williams. Okay. Il y a un personnage qui fait des fautes quand il parle, mais parce qu'en fait, c'est comme un étranger qui parlerait notre langue. D'accord. C'est vraiment très propre à ce personnage et ça le rend... caractérisé. Ouais, il est caractérisé, mais dans l'écriture, et j'avais trouvé ça tellement chouette parce qu'en fait, il y avait même pas besoin de dire que c'était lui qui parlait. On savait que c'était lui. Et c'était pas de la moquerie. Il faisait des phrases hyper intelligentes, mais avec des mots qui étaient originaux. Enfin, c'était surprenant et je trouvais ça un peu poétique. Et c'est vrai que Damasio m'a rappelé ça aussi. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai le droit de faire ce que je veux avec les mots. Ça veut pas dire que voilà. Et du coup, j'ai osé rendre un peu sale mon écriture, un peu propre, tu sais, un peu lisse. Ouais, c'est ça. Plus toi. Plus moi, et avec je me suis amusée avec des vieux mots que j'ai mixés avec un peu des mots récents, tu vois, genre avec le tu vois, par exemple j'ai utilisé droit dans ses bottes, mais j'ai pu mettre droit dans ses chausses ou il faut pisser droit et ce genre de petites expressions qui font un argot des rues un peu à l'ancienne, mais en même temps il y a un côté moderne qu'on comprend et voilà, je me suis un peu amusée avec ça et c'était un vrai plaisir dans l'écriture. Ah bah j'imagine t'as joué avec les mots. Ouais, c'est ça. Alors tout à l'heure tu nous parlais d'une histoire d'une tortue qui pondait des œufs en or. Après tu nous as parlé de ton calendrier de l'Avent de Noël. Est-ce que ce sont vraiment les premières histoires que tu as écrites ou est-ce que tu as envie de nous en parler d'une autre et qu'est-ce qui t'aurait poussé à l'écrire et à la raconter du coup? J'écris une histoire. Je cherche à un moment la place que j'ai dans le monde, d'une certaine façon. Je pense que quand j'écris une histoire, j'écris par rapport à un besoin actuel que je peux avoir moi et quelque chose que je trouve pas autour. Et d'accord. Du coup, je pense que quand j'étais petite, c'était un besoin de s'évader. Quand j'étais plus grande, c'était qu'est-ce que c'est les hormones, qu'est-ce que c'est tous ces trucs qui me traversent, toutes ces pensées que je comprends pas, qu'est-ce que c'est de devenir adulte. Et maintenant, c'est d'autres questions. Mais il y a toujours plein de questions et souvent, je pense que j'écris parce que je me pose des questions. Et donc, tu cherches des réponses et tu les racontes. Ok, ça marche. Alors maintenant, on va parler vraiment de l'écriture pure et dure. Qu'est-ce qui te fait continuer un projet quand l'excitation du début disparaît? Je crois que je suis un peu tenace. Tu sais, j'ai un peu la niaque des petits chiens un peu vénères qui vont y aller jusqu'au bout. Je crois que j'adore la frénésie du premier jet, d'aller vraiment jusqu'au bout. Je déteste écrire les derniers chapitres, le savoir que ça va s'arrêter.
j'ai une tendance à bâcler la fin dans le premier jet parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Chose que je rattrape à la réécriture, rassurons-nous. Mais je pense que j'ai découvert comment je fonctionne et je me donne des objectifs que je connais et que je sais que je vais pouvoir faire. Par exemple, si je veux écrire un premier jet, je sais qu'il faut que je me donne une deadline. Je sais que il faut que j'écrive tous les jours ou presque tous les jours pendant un temps pas très long, mais il faut que j'y aille en mode TGV, quoi. Mon premier jet, je peux le pondre très vite, mais il faut que ce soit le moment et que je me suis créé ce temps-là. Donc en fait, il y a ça aussi. Après, peut-être le fait de payer des prestataires, maintenant, ça me donne aussi une envie de finir parce que je me suis engagée envers les gens. J'ai des deadlines et que faut que je les tienne et que je déteste être en retard. Je déteste pas faire ce que j'ai dit. Et j'ai un papa qui m'a appris à, si tu commences quelque chose, tu le finis. Oui. Et du coup, rien que par satisfaction envers moi-même, il fallait que je le fasse, quoi. D'accord. Quand j'ai décidé que cette histoire-là, elle allait finir, elle va finir. Ok. Donc là, tu parlais du premier jet où la fin est un petit peu survolée, plus rapide. Alors, quand on parle de la phase de réécriture, que tu as fini ton texte, qu'il est parfait ou presque parfait, qu'il est à l'égal de ce que tu voulais qu'il soit, qu'est-ce que tu ressens quand tu écris le mot fin sur ton texte ? Quand je me dis que ça y est, ce roman-là, j'y touche plus. En général, il y a un soulagement. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Parce qu'en général, j'en peux plus aussi à ce moment-là. Je l'ai tellement bouffé le texte que faut que ça s'arrête. J'ai eu des sentiments très différents parce que les 2 premiers romans que j'ai sortis, c'était des one-shots. Du coup, quand c'était fini, c'était fini. Oui, c'est vrai. Et j'avais un peu un petit deuil quand même de me dire, bon, ciao les copains, c'est pas dit qu'on se revoit, quoi. Et là, j'ai fini pour la 9e fois la version du roman. Et honnêtement, il me sortait par les oreilles, mais je suis hyper contente de la fin. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire la suite. Et c'était un avantage de tome 2, enfin d'une duologie, c'était de me dire, là, en fait... c'est fini sans être fini. C'est fini sans être fini. Et en même temps, il me sort par les oreilles parce que voilà. Donc là, j'ai vraiment envie de penser le premier jet pour que cette histoire, elle soit finie dans son entièreté parce que j'ai que la moitié. Et en fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la suite, même si je sais. J'ai les grandes lignes, mais je suis un peu jardinière bordélique. Et du coup, même si j'ai mes grandes lignes, j'ai besoin de me dire, est-ce que là, il va y avoir un nouveau personnage? Est-ce que là, ça va se passer comme j'avais prévu? Est-ce que lui, il va bien vouloir faire ce que je lui ai demandé? Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Je comprends tout à fait. Alors maintenant, plus philosophique, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers l'écriture ? Waouh. À travers l'écriture et je dirais tout le parcours édito qu'il y a derrière, enfin les publications, parce qu'en fait j'ai appris des choses à tous les niveaux. J'ai appris à me sentir légitime, à savoir que je savais raconter des histoires, à savoir que mes histoires elles pouvaient plaire et qu'elles pouvaient parler à d'autres personnes. J'ai appris que j'étais capable de faire les choses et c'était pas facile de me dire ça, que ça valait la peine, que j'ai le droit de rayonner en tant que personne avec mes histoires et que mes histoires, une font du bien. Et je crois que c'est ce que je rêvais de pouvoir apporter à certaines personnes. Moi, quand je lis, ça me fait tellement de bien que c'était même pas une option de pas pouvoir faire de bien à quelqu'un en écrivant. J'écris de la fantaisie choupie, comme diraient certains, même s'il y a des parts beaucoup plus sombres dans le dernier. Et il y a quelque chose de doux. Et je pense que ça me permet de voir le monde aussi plus agréablement parce que voilà, tout ce qui se passe autour, c'est pas toujours confortable. Les histoires, elles sont pas toujours confortables. Mes personnages, ils finissent toujours par trouver leur justesse, leur place dans le monde. Ma mère, elle dit que j'écris presque des livres initiatiques. Et je pense qu'en fait, mes propres livres, ils apprennent on apprend une leçon qui est la leçon que je suis en train d'apprendre dans ma vie et je m'en rends même pas compte, tu vois. Ah, waouh. Ah oui, quand même. Effectivement. Et après, j'ai été chez le psy très très tôt, donc j'ai fait beaucoup de développement personnel et je pense que
indirectement, ça découle, tu vois. C'est Oui, comme on tout s'en à rend fait. pas compte. C'est les thèmes qui ressortent naturellement de nous. Ok. Exactement. Alors justement, en parlant de développement personnel, de cozy fantasy, de fantasy choupi, est-ce que pour toi, l'écriture est un endroit où tu te réfugies ou est-ce que ça repousse tes limites? Les deux. Ok. En fait, je me réfugie dans l'écriture parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est ma bulle, c'est mon espace, c'est le moment où je peux m'exprimer comme j'ai envie. Et en même temps, des fois, je dirais que le premier jet, c'est un refuge. Et la réécriture, ça me pousse dans mes retranchements. Parce que il faut que je fasse évoluer certaines choses, il faut que je prenne des décisions sur mes personnages. Et par exemple, du coup, pour le dernier livre que j'ai sorti, qui a eu 9 versions, ça a été hyper compliqué parce que je l'ai écrit à un moment de ma vie où, comme je te disais, je me posais des questions sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour moi. Et c'était la guerre en Ukraine. Enfin, tu sais, genre, hyper fun, l'ambiance autour. Et en fait, j'ai repris ce projet bien plus tard et je savais que le personnage principal, il souffrait pas assez, mais en fait, j'avais l'impression que s'il souffrait, je faisais souffrir la moi d'avant, tu sais, celle qui avait encore de l'espoir, et j'avais pas envie de me faire du mal. Et du coup, j'arrivais pas à faire du mal à mon personnage. Je comprends. Et du coup, il pouvait pas avancer parce qu'il était pas trauma. Et sans ces traumas, il pouvait pas aller là où je voulais l'emmener. Oui, il avait rien à perdre, c'est ça. Et c'était pas assez dur. Il n'était pas, son espoir, il était pas mis à mal et c'était pas ok. Et en fait, j'ai dû tout réécrire et la bêta lecture était super dure. La réécriture, il y a des moments où j'ai dit, mais en fait, ce projet, faut que j'arrête, quoi. Enfin, je peux pas. Et il y a un jour où j'arrivais vraiment plus. J'étais devant l'ordi, je savais ce que je devais faire. J'avais fait des choses et j'arrivais pas à avancer. J'arrivais pas à écrire. C'était un blocage ultime. Et j'ai vu une amie, j'ai chialé tout l'après-midi parce que j'y arrivais pas. J'ai vu ma mère après. Ma mère, elle m'a dit que fallait que j'écrive une lettre à la moi du passé, à la moi de maintenant. Enfin, fallait que je fasse un acte un peu thérapeutique. Alors, j'ai pas eu envie de faire ce qu'elle m'a dit exactement, même si ça aurait pu faire ça, pourquoi pas. Mais j'ai écrit une lettre à mon personnage principal. Je lui ai littéralement écrit une lettre de rupture en lui disant, écoute, Tisto, je t'aime, mais c'est fini. T'es pas moi, je suis pas toi. Va faire ta vie dans mon roman. Je suis désolée pour tout ce que tu subis. Merci pour tout ce que tu m'as apporté parce que genre je t'aime trop. Mais maintenant en fait, va faire ta vie, je vais faire la mienne, je vais écrire ton histoire et ça va être cool et on se sépare pour mieux se retrouver mais autrement. Et vraiment il y avait ce côté ça et j'ai mis le point final, je me suis mise devant l'ordi, j'ai supprimé 15 000 mots et j'ai pu écrire. C'est un truc de ouf. Ok. Ah oui, effectivement. Alors, maintenant, on va passer dans les coulisses. Justement, on continue sur les doutes, les peurs et la réalité du métier derrière le stylo ou l'écran. On va commencer tout doucement. D'où te viennent tes idées? Est-ce que tu pars d'une image, d'une phrase, d'une émotion, d'un sentiment? Alors tout à l'heure, tu parlais de questions que tu te posais et de réponses que tu souhaitais obtenir, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent, comme une image, une phrase? Voilà. Alors, ça va dépendre des projets. Je suis pas fermée à l'inspiration, si je puis dire. Depuis très longtemps maintenant, j'ai un carnet dans mon sac où quand j'entends des choses que je trouve un peu rigolotes ou un peu inattendues ou que j'associe des idées, je me dis un jour je pourrais en faire quelque chose, je les note dans ce carnet. Par exemple, j'avais entendu dans une classe de CP à une époque oh regarde, c'est bleu fantôme. Je trouvais hyper jolie l'image, tu vois. Oui, effectivement. Donc je l'ai noté dans ce carnet, j'en ai rien fait encore. Et puis un jour, j'ai noté l'idée de chausse-nuit et de compteur d'or. Et je savais pas quoi en faire, mais je me suis dit un jour, peut-être ça viendra. Et voilà. Et puis après, il y a eu des envies, des images, des scènes qui me viennent. Par exemple, le roman que j'avais écrit à Brajon, qui est une saga en 6 tomes que je n'écrirai peut-être jamais plus. Mais il y a toute la trame quelque part dans mon ordinateur et tout la partie 1 du tome 1 qui est écrite. J'avais commencé par une phrase. Souvent, j'ai une phrase qui me vient, qui me trotte. Et une fois qu'elle est là, il faut que j'écrive la suite. D'accord. Je sais pas forcément ce qu'il y a, mais ça commence à se faire comme un film dans ma tête. Et du coup, et puis ça découle tout seul. Et donc, il y a ça.
Donc ça, c'était pour ce projet-là. Pour Tisto, ça a été du coup cette idée de compteur d'or et de chausse nuit. Je me suis dit, on peut en faire quelque chose. C'est le moment, essaye. Avec ce truc de Damasio, et je me suis dit, elle est comment la vue d'un ciel? Bah, j'en sais rien. Comment? Et puis le gamin, il la raconte. Et puis en fait, c'est parti sur un dialogue où en fait, ils se parlent. Et D'accord. mais trop bien. Je sais pas où je vais, mais on va y aller. On y va. Et celui-là, pour le coup, je savais pas du tout où j'allais à la base. Pour De rêve à légende, j'avais un peu plus d'idées parce que j'avais toujours rêvé d'écrire un peu un truc avec la famille Noël et la famille Fouettard, enfin Croque-Mitaine en l'occurrence. Et à la base, je voulais écrire un Roméo et Juliette avec une guerre de magie épique et tout. Bon, j'ai écrit plutôt un truc comme les 5 légendes dans les trucs un peu mignons. C'est pas mal. Mais qui me ressemblait bien et qui m'a fait du bien, enfin qui m'a amusé et qui a plu. Donc forcément, ça fait plaisir. Et le deuxième, on m'a demandé un spin-off sur un des personnages de rêve à légende. D'accord. Et en fait, je l'ai pris comme prétexte pour développer tout un cauchemar que j'ai créé. Et c'est un peu un morceau de la Bible de mon univers. Du coup, tous mes romans sont interconnectés. J'ai un multivers à moi avec un ascenseur entre les mondes. Et du coup, ce livre, il m'a permis d'aller explorer cet ascenseur et l'antagoniste de l'ascenseur. D'accord. Voilà, le concept était très rigolo. Et je fais beaucoup de brainstorm avec mon mari sur l'univers parce que pour le coup, il l'écrit pas, mais il adore créer des univers. Et du coup, des fois, je lui dis, ouais, il me faut un univers, mais ça, c'est pas cohérent. Mon système de magie, ça va pas. Et on se pose et on débrief, on brainstorm. Et après, je fais, OK, c'est parti. Et voilà. Ok. Alors justement, tu disais tout à l'heure que tu avais les grandes lignes, les grandes idées, mais que tu étais aussi un peu une jardinière chaotique. Beaucoup. Voilà. Alors justement, quand tu commences une histoire, tu pars vraiment d'une idée et après tu la laisses jaillir de toi, ou avec le brainstorming, tu poses plein de petits jalons au fur et à mesure qui vont permettre à l'histoire de sortir. Je dirais que ça dépend des histoires. Il y en a qui ont une structure déjà plus ou moins claire, où je connais les grandes lignes, les étapes au début. Il y en a où je vais écrire le début, puis au bout de quelques chapitres, je vais tracer la ligne de la fin. Il y en a où j'ai le début, j'ai la fin et je sais pas tout ce qui se passe au milieu. D'accord. En fait, ça dépend vraiment des projets. Je crois que ça n'existe pas une seule façon d'écrire une histoire, même pour un auteur. Enfin, je crois que les projets, en fonction de notre expérience, de comment on se connaît aussi, et des choses, ils se travaillent pas tous de la même façon, ils ne demandent pas tous le même travail, la même rigueur, j'ai envie de dire. Et autant il y en a où je pourrais avoir presque un chapitrage et réussir à l'écrire, mais il y en a, j'y arrive pas et c'est pas possible. Il faut juste qu'ils sortent. Et du coup, je laisse sortir et après je vois, quoi. C'est pas toujours pratique, c'est pas toujours facile, mais Ok. Alors, une autre question qui précise un peu plus la façon dont tu construis tes histoires. Est-ce que tu pars habituellement d'un personnage et de son univers, ou tu pars d'une intrigue et des conflits qui en découlent pour créer tout le reste? Alors, je dirais que en général, j'ai besoin du world building pour savoir où je vais, pour comprendre les enjeux du monde, au moins comment ils fonctionnent, et des personnages. Si j'ai pas de prénom, je peux pas écrire. Ok. Vraiment, c'est si mon personnage n'a pas de prénom, n'a pas un prénom qui me convient, je peux pas l'appeler Bob tout le long du roman et lui trouver un nom après. Il y en a qui arrivent à faire ça, mais pour le coup, si j'ai pas les prénoms, c'est que je les connais pas. Et si je les connais pas, je peux pas les écrire. Ok. C'est une bonne idée, oui, effectivement. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de la lettre de rupture avec ton personnage Christo, avec Christo, pardon. Ok. Est-ce que il a tendance, comme tous les autres personnages, à te surprendre, ou est-ce qu'il t'obéissent presque au doigt et à l'œil, ou est-ce qu'il t'échappe complètement à un moment donné? Je dirais qu'il y a très peu de personnages qui m'ont vraiment obéi. Il y en a, je leur ai pas laissé le choix. Je les ai vraiment contraints et ils m'ont vraiment fait chier, si je puis dire. Mais il y en a aussi beaucoup qui m'ont surprise et qui m'ont réjoui, où en fait je les ai emmenés quelque part et finalement ils ont pas fait ce que je voulais et je me dis mais en fait vous êtes cohérents
Vous vous D'accord. respectez et c'est bien. Et c'était pas des facilités. Tu sais, des fois, on se dit, on a l'impression que s'il prend cette option à la place de cette option, il s'est facilité la vie. Je veux dire, mes personnages, j'en ai un dans un de mes romans, ils s'embrassent d'un coup, je l'avais pas vu venir. D'accord. À aucun moment je l'avais vu venir et je me suis dit, bah en fait, ouais, si, c'est logique. Mhm. Et j'ai en mode, ok, donc j'avais pas du tout prévu ça. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce bazar? Et en vrai, c'est cool parce que j'ai cette impression qu'ils existent vraiment, Mhm. tu vois. Mais des fois, je les contrains quand même. Ok. J'essaye. Alors là, on rentre un peu dans les choses un peu plus compliquées. Est-ce qu'il y a une scène que tu as écrite qui t'a fait peur ou que tu as hésité à garder? Dans les romans que j'ai publiés ou de façon générale? De façon générale, est-ce qu'à un moment, tu t'es retrouvée face à ta feuille et tu te dis « Oh mon Dieu ». Dans le grand roman dont je te parlais tout à l'heure, que j'écrirai probablement jamais, j'ai écrit des scènes qui sont hyper dures, que je pense qu'il fallait que j'écrive de V conjugal. D'accord. Pas parce que c'était un vécu personnel, mais parce qu'à ce moment-là, le personnage, c'est juste un taré et la maman fait ça pour sauver sa fille. Et c'était nécessaire dans cette histoire-là. Mais en lisant, je me dis, mais comment j'ai pu écrire un truc aussi glauque? Oui. Et en même temps, dans cet univers, voilà, c'était Ça semblait logique. grand et ça voulait pas dire que moi j'étais folle, mais je me suis posé des questions. Et donc ouais, je me rends compte qu'on peut écrire des scènes très dures qui font très peur, qui font qu'on se pose des questions sur nous. Ça veut pas dire qu'on est fou. Mais ça dépend comment c'est fait aussi. En général, moi, c'est pour dénoncer. Du coup, je me dis, si c'est pour dénoncer, ça va. Mais j'ai jamais eu peur. J'ai été surprise, j'ai été étonnée. J'ai peut-être été choquée ou un peu écœurée par la scène, mais je crois pas que j'ai eu peur. D'accord. Ok. Alors tout à l'heure, on parlait justement de tes questionnements et de peut-être quelque chose qui revient dans ton histoire par rapport à une expérience personnelle, à du vécu. Est-ce que justement, il y a des thèmes que tu explores sans cesse, que tu te rends compte après coup, que tu as exploré encore ce thème-là ou que tu as découvert ce thème-là? Je pose toujours la question de la famille et qu'est-ce que c'est la famille? Est-ce que la famille, c'est forcément le sang ou pas? Le côté fond family. Il est toujours plus ou moins présent et plus ou moins intense, mais il y a toujours cette question de d'où je viens, qui je suis et quels sont mes liens avec les gens. Il y a la question de l'émotion, beaucoup, parce que je trouve qu'on n'a pas assez le droit de l'exprimer de façon générale. Oui. Mes personnages, ils les vivent pleinement et ont le droit de les ressentir. Et du coup, ça fout souvent le bordel d'ailleurs. Mais il y a un côté, c'est quoi une émotion? Comment on la vit et qu'est-ce que ça fait? J'ai des personnages, tu vois, pour de la fantaisie, je suis pas dans plein de bagarres, plein de trucs comme ça. Je suis pas épique. Par contre, j'ai des personnages qui ressentent beaucoup de choses. D'accord. Autant je décris peut-être pas beaucoup les décors, la grande frustration de mon mari. Mais par contre, je décris beaucoup ce qui se passe dans la tête des bonhommes parce que je suis comme ça, en fait, et que moi, j'ai besoin de comprendre jusqu'où ça va dans leur tête. Et, l'émotion. Ouais, et je pense que du coup, j'explore aussi moi ou les gens que je comprends pas. Par exemple, si j'ai un personnage qui va être très froid, qui m'évoque quelqu'un que je connais et que je comprends pas sa réaction, j'ai besoin d'essayer de la décortiquer. J'ai besoin de comprendre. Donc, je pense que ça me permet de mieux comprendre les gens de façon générale. Et ouais, quelle est ma place et pourquoi je suis là, à quoi je sers, comment je me sens bien dans ma vie. Enfin, voilà. Je pense que c'est ça que je me pose comme question. D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait des blocages et à un moment, tu t'étais dit, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre de cette histoire. Est-ce que, bon, si tu l'as continué, c'est que tu as trouvé une parade. Mais justement, qu'est-ce que tu as fait pour t'aider à avancer? Qu'est-ce qui t'a fait dire, non, cette histoire, elle mérite d'être racontée? Je l'aime, cette histoire. J'aime ce personnage. J'aime énormément le système de magie. Et j'aime le langage que j'ai créé. Et en fait, j'ai eu pas mal d'alpha lecteurs
et qui était tellement emballée par l'univers, par le personnage, par comment ça fonctionne, que je me suis dit, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de l'abandonner parce que ce serait abandonner justement aussi la moi du passé qui a tout donné à ce moment-là pour se retrouver. Et du coup, j'avais pas envie de dire au revoir à cette part de moi. C'était hyper difficile, mais c'était aussi hyper enrichissant. Je pense que je suis plus grande maintenant en tant qu'autrice, en tant que personne, d'avoir écrit cette histoire et de la partager. Même si peut-être les gens qui vont le lire, ils vont pas vivre ça, mais moi, oui. Bah après, ils vivront peut-être une autre émotion. Tout à fait. Ok. Alors tout à l'heure, tu nous parlais que le premier jet, c'était la partie que tu préférais le plus, que tu avais un peu tendance à survoler la fin avant la réécriture. Mais justement, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'écriture d'un texte? Est-ce que c'est le début, le milieu, la fin? On l'a entendu pour le premier jet. Les dialogues, alors tout à l'heure, tu parlais des descriptions, que tu es plus dans l'émotion. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à écrire? Je dirais que à l'origine, c'était les dialogues, et à force de travail et de bons conseils de mon éditrice, j'ai trouvé comment les faire pour que ça marche. Donc maintenant, j'aime bien faire les dialogues. C'est presque ce que je préfère. Et c'est ce que je préfère lire. Et du coup, je pense qu'avant, je me mettais aussi beaucoup de pression pour faire un truc au bon niveau. Et du coup, bah, ça marchait pas comme ça, quoi. Les descriptions, je suis pas très forte dans les descriptions. Et je pense que j'aimerais réussir à écrire des choses qui sont plus dans l'action. D'accord. En fait, j'écris pas du tout ce que je lis, étonnamment. Et en même temps, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est le plus dur à écrire? Bah, je sais pas. Ça va dépendre des projets, en fait. Le début, il va souvent bien. Il y a toujours un petit creux au milieu où il faut retrouver la flamme, mais du coup, comme je m'arrête pas tous les jours, enfin, j'écris tous les jours, je me laisse pas le choix. Bah, des fois, j'écris 2 phrases et des fois, j'ai pas envie d'écrire et puis en fait, j'écris 3 pages. Du coup, je pense que le plus dur, c'est de pas perdre le cap. De se dire, ok, il faut que j'aille jusqu'au bout et j'ai pas le choix, et bouge tes fesses. Et en fait, être avec les personnages, c'est trop bien. Je crois que le plus dur dans l'écriture, c'est de laisser ces personnages, de leur dire au revoir à la fin. Ouais. Ok. Si tu devais enlever tout sauf une chose dans tes romans, ce serait quoi? L'espoir. Ok, ça marche. À quoi ressemble ton pire moment en tant qu'auteurice? Est-ce que tu as vécu ce type d'expérience? De pire moment? Ça peut être dans l'écriture, comme ça peut être dans une réalité que tu découvres sur le vif du sujet. Ça peut être tout et n'importe quoi comme expérience. Ouais, il y en a tellement. Il y a plein de possibilités et je sais pas forcément laquelle choisir parce que je sais pas laquelle était la pire. Quand les livres y reviennent parce que les gens sont pas allés les chercher. Et ça, c'est une expérience pas cool, mais c'est pas une expérience liée à l'écriture, mais c'est une conséquence de l'écriture. Je crois qu'un des trucs qui a été le plus inconfortable a été d'être affiché sur les réseaux sociaux. C'était très léger et c'était un petit truc, mais c'est une époque où moi, je me sentais pas forcément légitime et je m'excusais un petit peu de faire les choses. Et j'avais fait un roman calendrier de l'Avent. Il a été vendu comme un calendrier de l'Avent. Il a été présenté comme un calendrier de l'Avent. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui en a parlé et qui a dit, en fait, c'est nul, enfin, c'est chiant. C'est un calendrier de l'Avent. Faut lire qu'un chapitre par jour. Mais en fait, déjà, de 1, t'as pas le couteau sous la gorge. De 2, il y a personne qui t'a forcé à l'acheter. Et de 3, c'est pas comme si c'était pas le pack de lecture à la base, quoi. Oui, c'est le principe de ce roman-là. En fait, ça avait été dur. Si j'ai trouvé un des pires trucs. Ça y est, j'ai trouvé le bon. Mon premier imprimeur, il m'a fait des livres, j'ai pas vu, il manquait des chapitres dedans. Ouf. Il manquait des chapitres. J'ai des lecteurs qui m'ont dit c'est normal que ça finisse là. Et comme mon livre, alors les chapitres, ils sont dans le désordre dans ce truc-là.
les gens, ils n'arrivaient pas à savoir s'il manquait ou pas vraiment des pages. Et en fait, avec les numéros, ils ont fini par trouver qu'il en manquait. Il y en a, ils avaient les pages qui étaient imprimées et coupées sur le côté, donc le texte, il était en travers de la page. Ah oui. Et quand j'ai parlé à cet imprimeur en lui disant, mais gars, je t'ai imprimé 150 livres ou 200 livres, et il y en a 10, 15, j'avais 10% presque de pertes entre les dos qui étaient déchirés, abîmés, pliés, les pages manquantes, les pages de traviole. Ah ouais. Enfin, c'était horrible. Et il m'a dit, c'est normal d'avoir 10% de pertes. J'étais, ouais, mais 10% de pertes en indé, la prochaine fois, je vous offre 10 livres. Mais t'as pu y avoir une prochaine fois, en fait. Enfin, tu vois, c'était lunaire. Et clairement, je crois que ça avait été, je crois que ça a été une des pires expériences, c'est se tromper de prestataire et c'est trop tard, en fait. Une fois que les contrats sont lancés, ouais, ça rend les choses un peu plus compliquées à gérer. Ils étaient très compréhensifs et ils ont bien compris que moi, j'y étais pour rien. Enfin, que j'avais juste pas eu de chance et que, heureusement, l'histoire a rattrapé. Et la plupart des livres étaient quand même en bon état, quoi. Bon, c'est déjà ça de gagner, effectivement. Alors justement là, tu nous parles de l'imprimeur. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'Otalira. Ça, c'est parce que tu t'es lancée dans l'auto-édition. Pourquoi t'as fait ce choix-là ? Alors moi qui rêvais de la maison d'édition du Saint Graal à l'époque, en fait, j'ai eu cette idée de calendrier de l'Avent. J'avais envie de faire un roman un peu atypique et je cherchais comment rendre mon roman un peu sympa. La première idée que j'avais eue, c'était d'avoir des rubans sur les pages avec des numéros qui fermaient les chapitres et qu'il faille retrouver le ruban avec le bon numéro parce que c'était dans le désordre comme un calendrier. Et en fait, j'avais contacté Laura pour faire de l'édition, pour lui dire, voilà, moi j'ai ça comme projet. Est-ce que tu penses que déjà que je pourrais trouver un éditeur ? Est-ce que l'éditeur, il va me laisser faire ce que je veux ? Et elle m'a dit, franchement, pas sûr que tu puisses avoir ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ouais. Moi, je me suis dit, ok, est-ce que si je pars en édition indé, genre tu me suis, tu m'accompagnes, tu m'aides, parce qu'en fait, j'y connaissais pas assez. Je connaissais un peu le monde de l'impression, de l'édition, parce que j'avais été éditrice numérique, parce que j'avais fait un mémoire sur le livre. D'accord. J'étais pas novice totalement, mais je connaissais pas d'imprimeur, j'avais pas de fond. Enfin, c'était le début et je connaissais rien. Et en fait, elle m'a dit, mais t'as un projet de ouf, une histoire qui tient la route, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec juste la mise en page pour faire ce livre calendrier de l'Avent? Et en fait, je travaillais en escape game à l'époque. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. J'ai conçu des escape games et j'ai dit, mais en fait, si on avait des petites énigmes pour aller d'un chapitre à l'autre et que la mise en page mettait les chapitres dans le désordre. J'étais hyper focus sur le fait que mes chapitres soient dans le désordre parce que je voulais l'expérience calendrier quand tu cherches le chocolat. Oui, tu vois. tout à fait. Et en fait, il s'avère que cette année-là, Ozu a sorti sa première romance de l'Avent. On a sorti nos bouquins en même temps et on n'a pas fait exprès parce que j'ai commencé à communiquer dessus avant qu'eux communiquent dessus. Donc clairement, eux, c'était déjà dans leur stock. Moi, j'ai eu l'idée en même temps et j'ai eu l'avantage de pouvoir faire ça vite parce que je suis en édition indé. Et du coup, ça a fonctionné aussi parce que ça a beaucoup parlé des romances de l'Avent et je suis le seul, j'ai le seul roman de l'Avent de fantasy. Donc forcément, quand tu cherches un roman de l'Avent que tu veux de la fantasy, tu tombes sur moi. Ce qui a aussi permis à De Rêve à Légende de commencer une belle vie et j'en suis très contente. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire de l'édition indépendante, c'est parce que je me suis dit, je peux proposer un roman comme j'ai envie, interactif, original, qui ressemble pas aux autres. Est-ce que si je pars en maison d'édition, ils vont respecter ça ? Ils vont avoir envie de faire mes énigmes ? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'avoir des trucs différents ? Et en fait, après, je me suis dit, oh là là, j'aurais adoré être chez Ozu parce qu'ils ont les pages qui se déchirent et tout. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est une expérience, certes, mais je la trouve moins interactive parce que les chapitres sont dans l'ordre, on déchire juste des pages tous les jours. Puis une fois que c'est fait, on peut pas refaire l'expérience. Moi, si on le refait tous les ans, on peut le refaire. Oui, il suffit juste de trouver l'énigme. Et voilà. Et du coup, à savoir qu'il y a des gens, ça fait plusieurs années qu'ils le relisent à Noël parce que c'est leur petit cocon, leur petit rituel maintenant. Genre,
j'ai un roman qui est devenu un rendez-vous pour des lecteurs et je trouve ça incroyable. Ah, Et ça, sans l'édition indé, je l'aurais jamais eu. C'est vrai que l'édition indépendante permet peut-être beaucoup plus de choses risquées ou de... Oui, je pense que c'est un risque plus grand, plus important et du coup, on peut faire aussi un peu ce qu'on veut, justement, parce qu'on peut décider. Oser faire des choses un peu hors normes. Moi, j'ai des livres qui sont niches et qui sont originaux. Ça veut pas dire que c'est mieux que les autres, c'est juste que voilà, on fait des choses différentes et c'est des choses qui marcheraient peut-être pas en maison d'édition, mais ça veut pas dire qu'ils marchent pas, ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que c'est mieux, c'est juste que c'est différent et que je peux faire ce qui me plaît et ce que moi j'aurais aussi envie d'avoir comme expérience de lecture. Par exemple, donc de Rêve à légende, il a les chapitres, mais le spin-off, le carnet de ma légende, mon personnage principal, il annote sa propre histoire. D'accord. On est sur un délire et c'est justifié de pourquoi c'est comme ça dans le roman. Et je trouve ça hyper chouette. Et je me suis hyper amusée dans l'écriture à avoir un personnage qui commande ce qu'il est. Enfin, on est sur une mise en abîme hyper drôle. Et j'ai tiré ça jusque dans les remerciements. Enfin, je me suis vraiment amusée. Et en fait, ce plaisir-là, je sais pas si en maison d'édition, ce serait possible de sortir un peu des cases comme ça. Et peut-être que oui, mais peut-être que j'ai pas eu envie de chercher. Tu vois? Et du coup, dans le dernier, j'en profite pour parler de l'interaction du dernier. J'avais envie de retrouver ça, mais comme je l'avais écrit avant toutes ces idées-là, il avait pas d'interaction pure à l'intérieur. Il avait pas de mise en page interactive et c'était pas justifié. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie de proposer au lecteur une expérience, un truc interactif qui fait que maintenant, si tu lis mes livres et si tu me soutiens, tu peux vivre une expérience interactive. Et du coup, il y a une lettre dans le roman que le personnage y reçoit, mais on évoque son contenu, mais on le lit pas. Et je me suis dit, mais ce serait pas incroyable que le personnage principal, enfin le lecteur, il ait cette lettre dans les mains. Et qu'au bon moment, quand il l'ouvre, il peut la lire. Donc, il peut savoir ce qu'il y a dedans. Mais surtout, il y a un passage qui est codé. Parce que ça vient d'un personnage... enfin, voilà, je peux pas tout dire, mais c'est codé. Et il y a l'information pour décoder la lettre, le morceau de la lettre, dans le roman. D'accord. Donc, il y a encore cette interaction, ce côté un peu énigme qui me plaît bien et qui fait ma petite marque de fabrique, ma petite signature d'autrice. Et en fait... en fait, je trouve ça super cool. Ça m'a vraiment plu de trouver comment créer un moment, un instant T dans la lecture et dans le ressenti du lecteur, de se sentir personnage principal. Parce que, je veux dire, tu reçois la lettre, un truc qui vient du livre dans tes mains. Et ça, pour le coup, c'est exclusif à la campagne Ulule. Donc... Oui, ça rend l'immersion beaucoup plus totale, je pense, dans ton histoire que si cette lettre n'existait pas. Et ça fait peut-être aussi un peu penser à ton carnet pour... j'ai oublié le nom de ton carnet. Mais celui où tu disais que le héros, il annotait ses propres actions. Donc en fait, l'immersion, elle est encore plus forte et plus grande puisque justement, tu fais... réfléchir ton lecteur et tu le fais avancer un peu comme le livre dont vous êtes le héros, en fait, un petit peu. Ça reste un de mes rêves de trouver comment un peu mettre un petit coup de neuf, tu sais, un petit coup de... dans ce genre. Une nouvelle façon de livre dont vous êtes le héros. Ça reste un truc, ça fait 3-4 ans que ça me trotte dans la tête. J'ai pas trouvé comment, mais je pense que le jour où je vais trouver comment, ça va être cool. Ah j'imagine. Pour ceux qui sont fans, ça va être génial. Alors tout à l'heure, tu parlais justement du plaisir que ça a été de savoir que ton livre était entre les mains d'autres personnes et de lecteurs. Est-ce que être publié, ça a changé ton rapport à l'écriture ? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où maintenant il y a des gens qui m'attendent et qui m'écrivent pour savoir quand est-ce que je vais avoir des livres qui sortent. J'ai envie de créer un rendez-vous avec ces personnes-là. J'ai envie que l'écriture, elle reste un plaisir avant tout. J'ai pas envie d'oublier ça. J'ai pas envie de me dire, si j'écris pas de livres, je gagne pas d'argent. Si j'écris pas de livres, les gens, ils vont me lâcher. J'ai envie d'écrire des livres
parce que j'ai envie de les écrire et parce que c'est celui-là que j'ai envie d'écrire maintenant et pas parce qu'il faut écrire ça parce que c'est à la mode, pas parce qu'on m'attend sur ce genre-là. J'ai envie d'écrire l'histoire que j'ai envie au moment où j'ai envie. D'accord. Et ça, c'est hyper important pour moi et j'essaye de ne pas l'oublier puisque je suis actuellement du coup autrice en professionnelle et bêta lectrice. Et l'idée, c'est que je laisse de plus en plus de place à l'autrice comme métier. Mais si je sens que je perds cette flamme de passion et cette flamme d'envie qui fait que ça devient qu'un stress d'écrire, je pense que j'arrêterai. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que c'est mon refuge, comme je te disais au début. Oui. Et je veux pas que ça devienne autre chose que ça. Je comprends. Et justement, est-ce que tu as rencontré certains de tes lecteurs? Parce que tu disais que tu voulais créer un rendez-vous avec ceux qui étaient à l'affût, entre guillemets, l'affût c'est peut-être un mot un peu fort, mais qui sont à l'affût des autres romans. Comment tu vis tout ça quand tu les rencontres en vrai et te dire ce sont des gens qui ont lu mes histoires? Alors, il y a des gens que je connais qui sont des proches et de la famille, donc ça fait pas tout à fait pareil, mais ça fait quand même quelque chose. Les autres gens qui ont lu mon livre, je les ai pas rencontrés en vrai. D'accord. Mais j'ai beaucoup parlé avec eux sur les réseaux, par exemple. Et c'était déjà des expériences assez incroyables. Enfin, si, je dis ça, mais dans un autre podcast que j'ai fait, du coup, c'est 2 personnes qui ont lu De rêve à légende et qui l'ont eu en coup de cœur l'année dernière. D'accord. Et en fait, genre, j'avais envie de pleurer parce que moi, je suis arrivée, j'avais l'impression d'être chez des gens très célèbres, tu sais, genre, je suis invitée à leur podcast, elles en ont fait plein, elles sont sur les réseaux, elles sont trop cool, moi, j'adore leur contenu. Et elles m'ont dit, non, mais en fait, la star, c'est toi. Je dis, mais moi, je suis pas une star, en fait. Enfin, jamais. Et en fait, c'était hyper rigolo, ce côté, ça a été hyper facile parce que c'est comme si on se connaissait parce qu'on avait partagé cette histoire ensemble indirectement. Et c'était trop chouette. Mais je crois que ma plus grande fan, c'est ma belle-mère. C'est bien. Elle est trop chou. Oh, ça doit être agréable. Oui. Oui, parce que elle est là, chaque livre, elle attend, elle les lit, elle me dit, c'est pas trop mon truc, j'ai plus aimé celui-là que celui-là, mais oh là là, de toute façon, je lirai tous tes livres, et elle est là, au rendez-vous, elle me dit toujours, mais je suis tellement fière de toi, t'es une autrice incroyable, et je pense que il y a beaucoup trop d'affect là-dedans, et en même temps, ça fait tellement du bien. Je vous souhaite tous d'avoir une belle-mère comme ça, qui vous offre des mugs avec vos livres pour vous dire, lâche rien, c'est trop bien ce que tu fais. Enfin, c'est incroyable. Effectivement. C'est ta plus grande fan. C'est cool. Franchement, c'est cool. Alors maintenant, on va arriver à la partie actualité. Justement, tu as donc lancé une campagne Ulule pour la sortie de ton dernier roman. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc le dernier roman, c'est Raconte Histo, donc celui qui m'a donné du mal et que j'avais commencé à écrire il y a longtemps. Est-ce que tu veux que je te parle du pitch? Enfin, je fais le... Ouais, moi je veux bien un pitch. Hein. Je sais que c'est un exercice difficile, mais moi j'adore les écouter. Il n'y a pas de souci. Alors, l'histoire est la suivante. On est dans un royaume qui s'appelle le royaume de l'Oasis, qui est dirigé par le prince Cassandre, tout en haut de la cité d'El. Et c'est un monde où chaque personne a de l'or qui coule dans les veines et à plus ou moins haute dose. Et avec plus ou moins de travail, on peut éclore à l'adolescence, avoir l'or qui commence à nous faire une sorte d'aura autour de nous et plus ou moins déborder en fonction de la quantité qu'on a. Et ça peut nous permettre d'avoir de la magie. Magie qui se révèle être une magie des arts, par exemple, un conteur, comme le personnage principal. Mais ça peut être aussi un chanteur, un danseur, un peintre. Mais ça peut être aussi un sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, ou une capacité mentale. Et l'idée, c'est que cet or, c'est vachement cool quand on a des pouvoirs et que le prince Cassandre, il récupère tous les talentueux, il les met dans son institut, il les formate et il impose sa petite dictature. On est sur un univers quand même hyper sympa avec tickets de rationnement, couvre-feu, rafle tous les 4 fois par an, solstice et équinoxe. Bref, on est sur une petite ambiance sympathique. Et là-dessus, dans cet univers, à la cité d'El, dans les bas-fonds, grandit Histo, un orphelin qui adore raconter des histoires et qui a pour but de mettre de l'espoir dans le cœur des gens. D'accord. Et il s'avère que lui, il va sur ses 15 ans
et il a pas éclos, il a pas eu la puberté où il se passe de l'or et il deviendra pas un conteur. Enfin, c'est ce qu'il pense. Et il est un peu déçu parce que lui, il était persuadé que si il montait voir les gens dans le ciel, les gens riches et qu'il allait pouvoir parler peut-être aux princes ou aux autres gens, en leur racontant ce qui se passait en bas pour de vrai, peut-être qu'il pourrait changer d'avis et qu'il pourrait changer la donne. Il est persuadé qu'avec ces histoires, même s'il constate que le monde, il est dégueulasse, il se dit peut-être que juste les gens, ils ont pas regardé les choses du bon côté. Il est là avec tout son espoir, tout son optimisme, il triche pas, il ment pas, il travaille dur et il est clos devant l'œil du comte et là va se poser la question de est-ce qu'il va suivre le protocole et aller à l'institut et se faire formater, ou est-ce qu'il va partir pour essayer de s'instruire ailleurs avant de devenir un conteur officiel et peut-être pour changer la donne. D'accord. Voilà. Pas mal. Et alors, tu parlais de l'espoir, de l'optimisme. Est-ce que c'était les thèmes que tu voulais explorer à travers cette histoire et à travers Tisto, ou tu avais d'autres choses que tu voulais montrer? Alors, c'est une époque où je réfléchissais pas, parce que je voulais passer comme message, et comme je te disais, celui-là, je l'ai écrit sans savoir où j'allais. D'accord. Mais la réécriture et tout ça, j'ai injecté cette notion d'espoir j'ai retravaillé cette notion d'espoir qui était importante. Et la question du mensonge. Qu'est-ce que c'est mentir? Est-ce que mentir pour faire quelque chose de bien, c'est vraiment mal? Il y a tout ce côté du bien et du mal très manichéen que le personnage principal enfin, il est très manichéen dans sa tête. D'accord. Et en même temps, il se dit, voilà, est-ce que si on ment pour protéger les autres, est-ce que si on omet quelque chose pour protéger les autres, c'est un mensonge et c'est mal? Ou est-ce que, en fait, faire quelque chose de mal pour faire le bien, c'est peut-être bien? Ouais. Et il se pose des questions et on attend de voir s'il bascule ou s'il bascule pas, et qu'est-ce qui pourrait le faire basculer. Et je pose beaucoup la question des apparences dans ce roman. Les apparences trompeuses. Est-ce que le gentil est vraiment gentil? Est-ce que le méchant est vraiment méchant? Mais est-ce que douter de tout, de soi, de ce qu'on pense, de se remettre en question? Enfin, il y a toutes ces questions-là dans Tisto. D'accord. Ok. Alors, là, on parle de ta compagne Ulule, maintenant, comme ça. Tu nous dis quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit, et qu'est-ce que tu attends de tes futurs lecteurs, de toute cette campagne, de tout ce qui va se passer. Alors, la campagne Ulule a commencé le 1er juin. Elle finit le 9 juillet. D'accord. On est actuellement à 128%. Waouh, la classe! Ouais, ça fait plaisir. Et j'aimerais qu'on aille encore plus haut pour avoir un livre d'une encore plus grande qualité. Parce qu'en gros, tous les premiers paliers que je vise, c'est pour avoir un livre de la meilleure qualité possible. Donc là, on a des dorures et on a des en-têtes. Prochaine étape, ça va être le jaspage. Et j'espère qu'on va l'avoir. La campagne Ulule, elle permet d'avoir un stock. Elle me permet de prévoir aussi le tome 2, dans le sens où s'il me reste des tomes 1, je pourrais avoir les 2 pour les vendre, je vais pouvoir faire des salons. L'idée, c'est d'avoir du stock pour que quand les gens vont commencer à en parler, il m'en reste, et pas avoir le même problème que pour Deux rêves à légende, où tous les ans, je me dis, en fait, j'en ai pas imprimé assez. Et du coup, c'est la galère, parce qu'en fait, il faut que j'en réimprime, sauf que du coup, ça coûte toujours, les petites quantités, ça coûte plus cher que les grandes quantités à l'unité. Tout à fait, oui, c'est vrai. Même si l'objectif ultime, ce serait de gagner un peu d'argent avec, déjà se rembourser, ce serait cool. Oui, ça serait pas mal, effectivement. Et pour ça, il faut atteindre en vrai 400%, et c'est énorme. Et on met toujours un peu moins, parce que là, mon premier objectif, il est pas très haut. Il me rembourse déjà. Là, j'ai remboursé tous les frais éditoriaux. Une grosse partie des frais éditoriaux. Mais tu vois, par exemple, je rembourse pas l'impression, mais je sais qu'il y a aussi la vente du stock après qui va changer. Et le lecteur, qu'est-ce qu'il va trouver dans ma campagne Ulule? Il va trouver le livre, déjà, en grande qualité. Il va trouver la lettre,
qui trouvera pas ailleurs parce que du coup c'est une expérience qui sera exclusive aux lecteurs Ulule. D'accord. Parce que il faut créer un peu de FOMO dans la vie. Oui, tout à fait. Et après ils vont trouver aussi des objets qui viennent de l'univers. Le bracelet du personnage principal, des portions de rations, des tickets de rationnement, un pin qui révèle des choses. Il y a des goodies papier. J'ai travaillé avec des artistes français, francophones, pour avoir un overlay, pour avoir de la calligraphie faite à la main avec une citation du livre. D'accord. Et pour avoir un collector qui n'existe qu'en 10 exemplaires, qui a été fait par Barbara Creative Cover, si je dis pas de bêtises sur son nom. Et du coup, voilà. Donc, le Ulule permet d'avoir ce méga collector-là, qui sera plus jamais disponible nulle part ailleurs. D'accord. Et ouais, je trouve ça plutôt chouette pour moi, les gens qui participent au Ulule, c'est les premiers qui me font confiance et du coup, c'est ceux que je dois le plus remercier aussi parce que sans eux, il n'y a pas la suite. Oui. Et c'est aussi ma façon de leur proposer des choses que les autres n'auront pas. Et donc, de nous tenter encore plus pour rajouter ton livre. C'est l'idée. Et dis-toi que, tu vois, mon livre, il fait 544 pages. Du coup, il y a des dorures. Il y a comment ça s'appelle, là pour l'instant on a les en-têtes de chapitre, on a du papier bouffant éco-certifié, j'espère avoir le jaspage, et donc c'est un brochet reliure cousu si je peux me le permettre en fin de campagne. Donc, vraiment j'essaie d'avoir un livre avec une vraie objet. Et en soi le livre tout seul après il sera vendu 20 €. Et c'est un tout petit budget quand on voit le prix des livres actuels parce que j'estime que... Non, pas parce que j'estime... Enfin, si, j'estime aussi que c'est un prix juste, même si c'est dur financièrement pour moi. Après, je me fais pas une grosse marge. Je comprends. C'est pas que mon objectif. Moi, j'ai aussi envie de rendre mes histoires accessibles aux gens. Et j'ai envie que tous les lecteurs puissent me trouver. Et... voilà, je trouve ça important parce qu'on n'a pas tous des énormes porte-monnaies. J'ai aussi les versions e-book. Je fais des PDF. Alors, je sais pas faire les e-books et comme c'est moi qui fais la mise en page, je fais des PDF, mais je fais des PDF zoomés pour que ce soit un confort de lecture sur liseuse quand même. Et j'ai fait pour la première fois une version pour dyslexique. Alors, j'ai des petits ajustements à faire encore parce que j'apprends. Et par exemple, dans la typo que j'ai choisie, le E dans l'eau, il apparaît pas. Donc, cœur, ça c'est écrit cure. Effectivement. Il va falloir que je fasse des petits chercher, vérifier qu'il n'y a pas des coquilles partout. Mais je trouve ça important de proposer aussi un livre qui va être confortable à lire pour tout le monde, en papier avec de l'espace, de l'aération, une mise en page agréable à lire comme moi j'aime lire, et en numérique qui est accessible aussi aux dyslexiques, parce que en papier, pour dyslexique, ce serait des énormes pavasses et ça coûterait beaucoup trop cher. Oui, ça ferait un petit peu trop de feuilles, effectivement. Je comprends. Alors, maintenant, on va parler projet. Donc, il y a la campagne Ulule, un futur tome 2 qui arrive. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets dans les tuyaux ? J'ai une cosy dystopie. Oui, je sais. Cosy dystopie. T'es sûre ? Alors, oui, je suis sûre et je trouve ça assez rigolo. Pour le coup, tu demandais d'où venait l'inspiration. Et ce jour-là, j'étais dans ma douche et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait si on était dans un monde où tous les mois, on devait donner un de nos souvenirs en collecte. Et j'aborde beaucoup le sujet de la mémoire des souvenirs dans mes romans. Je l'avais pas dit, mais je me demande comment ça nous façonne. Et donc dans l'idée, c'était, il y a des gens qui vont tomber amoureux, il y a un couple, et puis il y a une des personnes du couple qui va devoir donner un de ses souvenirs. Et mais comment ça va se passer si il y en a un, il perd des souvenirs de leur relation, si il y en a une qui oublie le premier baiser, que du coup tu vois, et ce genre de choses, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire avec, et ça pourrait être hyper marrant. Et en fait l'univers il est hyper dystopique parce que parce qu'on collecte les souvenirs, parce qu'il y a un matricule, parce que c'est rigide, et en même temps on est sur une romance en mode romantaisie
un peu de base. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est une cosy dystopie. Enfin, c'est une D'accord. romantasy cosy dystopie. un truc hyper niche qui n'a pas de sens. Et en même temps, tu vois, j'ai eu cette idée et j'ai écrit 3 chapitres et j'étais en mode mais trop marrant. Je me suis hyper amusée avec le narrateur. Je rêvais d'avoir un narrateur omniscient qui en fait qu'à sa tête et qui interpelle le lecteur. Et du coup, j'ai écrit le début, je me suis écrit le synopsis. Tu vois, dans celui-là, il y a tout qui est construit. Je me suis fait un dossier pour me disant, OK, il faut que j'écrive Tisto 2 avant. Mais toi, t'es prêt, tu vas être après. Et juste, je vais m'éclater avec toi. Et du coup, je l'attends, mais comme le Messie. Je vois ça. Tu vas, comme tout à l'heure, tu nous disais, tu vas jouer avec les mots. Tu vas faire, tu vas faire ta petite recette et ça va donner quelque chose de niche, effectivement, mais ça peut franchement être pas mal, hein. Je pense que le côté cosy dystopie va beaucoup intriguer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, maintenant on passe à la phase. Est-ce que quand ton livre sera publié par Ulule, est-ce que tu as l'intention ou tu as déjà projeté, planifié des séances de dédicaces ou des salons du livre où on pourrait te retrouver ton livre qui va bientôt, qui est en cours de campagne Ulule et tous tes autres romans avec tes calendriers de l'Avent, ton carnet interactif entre guillemets puisque c'est le héros qui s'interagit avec lui-même, mais où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Interactif. Alors, j'ai des séances de dédicaces qui se sont calées en Haute-Savoie, vers chez moi, sur Annecy, sur Saint-Gervais. J'ai pas encore toutes les dates, mais en septembre, octobre, vacances de la Toussaint, parce que c'est c'est la sortie officielle du livre, c'est le 16 septembre. D'accord. Et j'ai la chance d'avoir été acceptée à Mons, au Salon du livre de Mons en Belgique. Ah ouais. Donc c'est la première fois que je vais faire Mons, c'est la première fois que je vais faire un grand salon et j'aurai Tisto dans les mains et rien qu'à l'idée, je suis trop contente. Ah bah j'imagine. Donc et c'est une info un peu exclusive, je crois que j'en ai pas encore parlé. Donc, merci. C'est croustillant comme info, j'adore. Eh ben écoute, ça va bientôt arriver alors du coup. Oui. Et maintenant on passe à ce que j'aime beaucoup, la partie conseil. Oui. On a des jeunes auteuristes qui nous écoutent. On va parler vraiment pour leur donner des conseils. Alors, par exemple, tout à l'heure on en a déjà parlé avec les soucis rencontrés avec l'imprimeur, mais est-ce qu'il y a une erreur ou une difficulté que tu as vécue et qui t'a quand même le plus appris sur ton parcours d'écriture? Moi, je pense qu'il faut pas vouloir aller trop vite et il faut pas vouloir faire tout seul. D'accord. Je pense que c'est super important. Et puis, il faut trouver les bons professionnels qui font qu'on se sent bien et en qui on a confiance. Parce que même si c'est des relations de travail, il faut pas qu'on doute, il faut qu'on se sente à l'aise avec pour pouvoir dire les choses et pour pouvoir avoir la bonne méthode de travail. Et des fois, ce sera pas la bonne du premier coup. Et c'est OK. Et il faut pas avoir peur de s'assumer, de faire des choix et de se dire OK, c'est ça que je veux. L'imprimeur, quand il m'a fait son coup, je me suis pas démontée, je me suis pas dit je suis une petite indé, je lui rapporte que dalle comme sous. Enfin voilà, je vaux rien pour lui. Je me suis dit mais non, je vis une injustice. J'ai le droit d'ouvrir ma bouche, comme Mondial Relais. Faites pas confiance à Mondial Relais. Clairement, c'est un conseil énorme parce que j'ai failli perdre 1000 balles avec Mondial Relais. Parce que le site a déconné et qu'il m'a perdu toutes mes étiquettes, quoi. Ah oui, effectivement. Je me dit, mais en fait, c'est mort. Moi, j'avais tout imprimé et elle marche plus parce que votre site, il a fait un truc qui marche pas. Là, je viens de perdre en impression d'étiquette, en temps. J'ai dû tout vérifier, celle qui marchait, celle qui marchait pas. C'était une angoisse absolue, quoi. Moi, je pense que le plus dur, c'est ce qu'il y a autour quand on est indépendant, en tout cas. Et quand on n'est pas indépendant et qu'on veut écrire, moi je dis il faut se faire confiance d'une certaine mesure et il faut savoir se remettre en question. Il faut pas avoir le melon. Les retours constructifs, ils sont là pour être constructifs, mais c'est important de se faire confiance. Si on sait que notre personnage il doit faire un truc et qu'on nous dit que ça va pas, la question c'est pas de tout effacer, de tout annuler, c'est comprendre pourquoi ça va pas et comment on peut faire ce qu'on veut de façon juste. Mais pas en remettant tout en question en mode c'est nul, j'arrête, ça sert à rien. Il faut pas avoir peur de retravailler. Faut pas avoir peur de retravailler, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise
avant cette aventure et ces publications que tu as fait? Tu vas passer par toutes les émotions. Mmh. Il y a des jours tu vas pleurer, il y a des jours tu vas penser qu'il faut tout arrêter, il y a des jours où tu vas danser de joie, il y a des jours où tu vas péter des câbles, il y a des jours où tu te diras mais pourquoi j'ai fait ça, plus jamais je fais une campagne Ulule, et puis 2 jours après tu te diras mais c'est trop bien, je veux en faire toute ma vie. En fait, ça va être des montagnes russes, et trouve quelqu'un avec qui en parler. D'accord. Sois pas tout seul. L'écriture, c'est pas solitaire, la publication non plus. OK. Et justement, quel conseil que tu aurais pu entendre ou qu'on t'aurait donné te semble mauvais et que tu déconseilles entre guillemets aux auteuristes? Moi, je trouve que le conseil écrire tous les jours, il s'adapte vraiment pas à tout le monde. Mmh. Et il y a pas de formule magique. Il y a une mauvaise interprétation de ça. On dit les grands auteurs, ils écrivent tous les jours. Ouais, mais est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont une vie? Est-ce qu'ils ont un taf à côté? Est-ce que vraiment ils écrivent tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire écrire tous les jours? Pour moi, penser à ton roman, c'est déjà l'écrire. Donc, en fait, si tu as envie de le faire, fais-le, et fais-le à ta façon, avec ta temporalité, avec tes contraintes. Et c'est OK, quoi. C'est OK. OK. Ça marche. C'est quoi pour toi réussir en tant qu'écrivaine? C'est une question que j'adore poser aussi. Et moi, je me suis beaucoup posé la question. Et tu vois, ça correspond à ce que j'avais pour la première campagne Ulule, le premier roman. Mon premier objectif, c'était s'il y a 50 inconnus qui participent à ma campagne Ulule et qui achètent mon livre, c'est une énorme victoire. Oui. Parce que à mon échelle, je suis personne, je suis pas connue. Voilà. Et il y en a eu, si je me dis s'il y en a 100, c'est incroyable. Il y en a eu 150. Wow. Et puis maintenant, il y en a 900, je sais pas combien. Wow. C'est un truc de fou. Pour moi, ça, c'est une victoire de dingue. C'est une réussite incroyable. Mais pour d'autres, à pas avoir vendu 5000 bouquins, c'est pas une réussite, tu vois. Et je pense que la réussite, il faut la prendre pour soi par rapport à ce qu'on vise comme objectif. Il faut être lucide et raisonnable à l'origine sur ce qu'on veut, pour se fixer des objectifs de réussite qui sont OK. Moi, je pense que j'ai déjà réussi d'une certaine façon, au moins pour me sentir légitime. Et maintenant, il faut que je continue de faire mes preuves, parce que je pense que c'est pas parce qu'on a fait un roman qu'a fonctionné que tous vont fonctionner, et c'est pas parce que notre roman nous plaît plus qu'un autre ou qu'on le trouve mieux qu'un autre qu'il va forcément fonctionner. Et on peut se faire surprendre sur ce qui fonctionne. Moi, je crois que la plus grande réussite que j'aurai, c'est de continuer à écrire des histoires qui me plaisent, où j'ai pas été formatée parce que je lis, parce que je vois, parce que je pense qu'il faut faire. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tant que c'est du plaisir, du partage, et que en face il y a pareil, moi je crois que j'ai réussi. S'il y a une personne qui se sent bien en lisant mes livres, j'ai réussi. C'est une très 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 belle philosophie, effectivement. Alors, maintenant on peut parler, tout à l'heure on a parlé de ces auteurs qui t'avaient quand même inspiré ou montré la voie. Est-ce que tu aurais un titre, une lecture en particulier que tu pourrais recommander à un aspirant auteuriste? Je crois pas. Parce qu'en fait, ça dépend tellement des gens. Moi, je sais que le livre qui m'a le plus chamboulé émotionnellement récemment, c'est Rosace et Dragon de Yelena. Parce que c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'étais jeune pour m'autoriser à être qui je suis. Cette fameuse question qui me taraude depuis toujours. Je crois que depuis quelque temps, c'est pas tant les livres que je lis. Alors oui, bien sûr, je rêve d'écrire aussi bien que certains livres, enfin que certains livres que j'ai lus, d'auteurs, d'autrices. Je lis de plus en plus d'autrices d'ailleurs. J'ai un peu arrêté les auteurs. Et j'essaye de lire exclusivement francophone. Je crois que en fait, le mieux pour conseiller un livre à quelqu'un, c'est de lui demander ce qu'il aime pour voir, pour pouvoir le plonger dans un univers qu'il n'avait pas prévu. Moi, j'adore faire ça. Quand les gens viennent chez moi, un des premiers trucs qu'ils font, c'est qu'ils voient ma bibliothèque.
et je leur pose des questions et je leur trouve un livre et je leur mets dans les mains et ils repartent avec. Je suis une bibliothèque municipale, tu sais. Euh, j'ai pas peur de prêter mes livres, sauf certains. Mhm. Et en fait, tout ce que j'espère, c'est de mettre au bon moment le bon livre dans les bonnes mains. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un livre particulier pour les auteurs ou pour les aspirants auteurs. Je pense qu'il y a écrivez ce que vous voulez, puis le reste on verra après. Mhm. Déjà. Par contre, il y a un livre qui m'a fait prendre conscience de quelque chose. C'est Les Noces d'ombre et de fumée d'Olivia Gomez, Mhm. en édition indé. Celui-là, il m'a fait prendre conscience que c'était bien d'avoir des messages à faire passer dans ses livres, Mhm. des combats. Elle, c'est en l'occurrence le féminisme et la place de la femme. Oui. Et je me suis dit, moi aussi, je veux avoir des messages dans mes livres. Moi aussi, Mhm. je veux écrire pour transmettre des choses. Et, et du coup, ouais, ça m'a changé en tant qu'autrice, tu vois. Mhm. Mais je dirais pas que toutes les personnes qui vont le lire, ils vont penser ça, quoi. Oui, c'est chacun avec sa sensibilité, sa propre expérience et ses propres objectifs, ses propres enjeux perso. Effectivement. Mais bon, on note quand même que ces livres peuvent peut-être, éventuellement, nous plaire. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, dernier petit conseil. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais au début, tu lui dirais quoi? Qu'elle est capable. Mhm. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est la phrase qu'il faut que je me répète tout le temps. Ok, ça marche. J'aurais bien aimé commencer à me la répéter plus tôt. Bah, mieux vaut tard que jamais. Oui, puis j'ai encore quelques années devant moi. Tout à fait. Donc profite, il n'y a pas de souci. Et maintenant, si on veut te suivre, te soutenir, où est-ce qu'on doit aller pour en savoir plus sur ton travail? Alors, je suis sur Instagram et sur TikTok. Mhm. Je me suis remise à faire des lives actuellement. Je sais pas à quel point j'en ferai tout le temps, mais Instagram et TikTok. J'ai mon site internet. Aujourd'hui, j'ai lancé mon Substack. Enfin bref, pour avoir une newsletter, donner des infos en coulisses. Mhm. J'ai envie de vraiment créer des plateformes d'échange. J'ai envie de parler avec les gens sur Instagram. Je réponds aux commentaires, je réponds aux messages privés. Enfin, pour l'instant, j'ai la chance de pas être trop connue, peut-être pour pouvoir faire ça. Et en même temps, j'aurais pas envie d'arrêter si je le deviens, je crois. Mhm. Il faut faire attention parce que sur les réseaux sociaux, j'ai deux profils. J'ai le profil bêta lectrice où là où je vais donner des conseils aux auteurs et aux autrices que j'adore faire aussi. Et je partage aussi mon expérience. Mais du coup, j'ai vraiment les deux facettes sur les réseaux. C'est Ok. simple. Si j'ai un chapeau rouge et une veste à fleurs, c'est que c'est la Betty pro qui parle et tout le reste, c'est la Betty autrice. Ok, ça marche, on le note. Dans tous les cas, je mettrai les infos dans la barre d'infos, barre de description, tout ce que vous voulez. C'est noté. Maintenant, on arrive à la fin de l'épisode et j'ai instauré depuis quelques semaines, quelques mois, un petit jeu. Une question, une réponse. Ok. Alors, un personnage que tu n'oublieras jamais. Mes romans ou n'importe Comme quoi? tu veux. Oh, Le piège. ouais, parce que du coup, j'ai fait exprès de pas réfléchir à la question. Bah, je crois que je dirais Thorne dans La Place Miroir. D'accord. Ok. Le personnage préféré que tu as écrit et pourquoi lui, pourquoi elle? Je crois que c'est Ruben dans Le Carnet de ma légende parce que il est à la fois sage et enfantin et je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de toujours garder et c'est un peu un espoir de ce que je pourrais un jour être quand je serai une vieille personne, tu sais, avoir ce côté innocent de l'enfance, enfantin, qu'on n'a pas oublié d'avoir des étoiles dans les yeux même quand on est vieux et sage. Si un jour je deviens sage. On ne sait jamais. Un mot que tu utilises trop. Trop. Ok. Vive les répétitions. Le meilleur moment pour toi pour écrire. Quand il fait nuit, aux grandes dames de ma fatigue. Ah bah oui, j'imagine. Une musique qui colle à ton univers. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer un musicien pendant que j'ai préparé la publication de Testo, qui a fait la bande originale de mon livre. D'accord. Du coup,
je dirais que c'est celui-là, parce qu'il a tellement saisi ce que c'était, je trouve, et je pensais pas qu'une musique pouvait être autant en corrélation avec un univers. Je savais pas capter la puissance avant, et je trouve ça trop bien. Et du coup, il s'appelle Dionys Martin, j'adore ce qu'il fait. Ok, on le note. Si tu devais décrire l'âme de tes romans en quelques mots. Waouh. Ouais. Faire une âme, c'est hyper particulier. Je me souviens que j'avais lu cette question et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je crois que c'est des livres qui font que vous allez percer ma carapace et que vous allez peut-être me rencontrer au-delà de tout ce que je peux vous montrer. Mm-hmm. Vous allez me connaître mieux. En fait, c'est tous des petits morceaux de moi, d'une certaine façon. D'accord. Donc c'est ton âme à toi, éparpillée en petits bouts dans tout ton texte. C'est des petits bouts de mon âme, ouais, je crois que c'est ça. C'est plein de petits bouts, comme une constellation de moi. C'est pas mal, c'est très joli. Waouh. Je suis poète à mes heures perdues. Eh ben, félicitations. Eh bien, écoute, voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci Betty pour ce beau moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite et une sublime campagne Ulule, qu'elle dépasse toutes tes espérances et que tu puisses accomplir ton projet comme tu le souhaites, de la façon dont tu le souhaites. Et je te remercie d'avoir été mon invitée. Mais c'était un grand plaisir. Merci à toi de m'avoir poussé dans mes retranchements avec toutes ces questions. C'était hyper intéressant et j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Eh ben, écoute, merci. Moi de même. J'espère que cet épisode vous a tout autant donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus et de découvrir encore plus l'univers de Betty. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci Betty. À bientôt. Et puis merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.